Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Je vois qu'il y a déjà 80 personnes connectées. Parfait. Merci, Mickaël. Hem, Comme d'habitude, on va essayer de commencer à l'heure, parce que le programme aujourd'hui est assez chargé. Hem, on a une petite heure ensemble, peut-être plus, en fonction de la vitesse à laquelle on va. Hem on attend, il y avait plus de 700 personnes inscrites. Donc, on va attendre un peu que le compteur monte et on va commencer à 10h01, 10h02. Vous êtes déjà plus de 100 personnes connectées, hem, pour parler d'un sujet, je pense qui est, un sujet d'actualité, le commerce agentique, et plus globalement les parcours d'achat via les agents IA. Et on va, reprendre, un peu toute cette histoire, comment ça influence la manière dont les marques interagissent avec les internautes et le web de manière générale. Hem Et c'est un peu la suite d'un autre webinaire dont on parlera aussi un peu, qui est le webinaire sur la transformation du web, qui est le précédent webinaire qu'on avait fait avec Partout, sur ces grands changements. J'espère que vous resterez tous jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui se connectent en live. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa, les interactions comme ça. Il y aura bien sûr le replay que vous pourrez partager à vos équipes, mais c'est hyper important de voir, des personnes, connectées, qui interagissent, et ça motive à en faire, encore plus de webinars sur ces sujets d'expertise. Il est 10h02, on va commencer. Hem, donc, comme d'habitude, un rappel, très rapide de ce qu'on fait, chez Partout. Donc moi, c'est Thibaut Renouf, je suis le co-CEO de Partout. Partout, on est une société de 350 personnes, et on accompagne les réseaux de points de vente, sur 3 enjeux majeurs que sont, la visibilité, la réputation, et la messagerie. La visibilité, on fait tout ce qui est store locator, presence management, c'est-à-dire la diffusion des informations locales des points de vente sur, tout un tas de sites, notamment Google Maps, Apple Plan, et cetera. La gestion de la réputation, donc les avis, publics comme, les avis Google Maps, les avis Facebook, et cetera, et les enquêtes de satisfaction avec pas mal, d'IA, pour analyser, les avis. Et le dernier point, c'est les messageries, on en parlera aussi aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est, que sans parler de Partout, on se rend compte que les produits qu'on développe, en fait, servent un objectif qui est le géolocal, qui est un des sujets dont on va parler aujourd'hui. Et Partout, on a la chance d'avoir aujourd'hui, plus de 1000 enseignes clientes, dans tous les secteurs, qui sont des réseaux de points de vente. Et donc on va parler aujourd'hui à la fois, d'un parcours d'achat, jusqu'au point de vente, et aussi d'un parcours d'achat, qui, emmène vers, du e-commerce, parce que le commerce agentique est aussi lié au e-commerce. Donc on va reprendre, toute cette étape, ensemble. Au passage, je voulais juste, voilà, pourquoi on fait ces webinars? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'on est, très intéressé, par l'IA, qu'on est extrêmement curieux chez Partout. Et la 2e, c'est qu'on souhaite se positionner en expert auprès, des enseignes, et de leur partager un peu toutes nos réflexions. Là, je vous partage, on a fait plus d'une quinzaine de webinars sur des sujets très IA. Donc pour ceux qui sont, intéressés pour, comprendre vraiment mieux comment fonctionnent les IA, donc les vecteurs sémantiques, l'embedding, le RAG, les protocoles. Et donc ça, c'est 6 heures de webinar, que je conseille à tous ceux qui veulent rentrer un peu plus dans le vif du sujet, sur l'IA. Et toutes les réflexions qu'on va avoir aujourd'hui s'appuient aussi sur des bases techniques, qui sont intéressantes. Et donc c'est une série que je conseille à tous ceux qui veulent se pencher de manière un peu plus concrète dans l'IA. Tu veux le partager? Aujourd'hui, on va voir, 5 choses. La première chose qu'on va voir ensemble, c'est qu'est-ce que le web agentique. Ensuite, on va parler des parcours d'achat agentique. Puis on va parler du cœur du sujet qui est le commerce agentique. On va voir quels sont les usages à date, c'est-à-dire, des enquêtes qui ont été faites auprès de Français pour essayer de comprendre, est-ce que c'est pris en main. Et enfin, on va voir les différents types d'agents. On va rentrer plus en détail sur les protocoles, agentiques et comment ça fonctionne. Donc, on va partir d'une vue globale et aller de plus en plus dans le technique, pour essayer d'expliquer comment tout ça fonctionne. Donc, on va commencer par le web agentique, qui est un terme, un peu complexe, et peu de gens, le définissent, vraiment. Donc, le web agentique, c'est un web qui est structuré pour les agents IA. Donc ça, définition simple. Mais si on reprend un peu de hauteur et qu'on se pose la question: «Qu'est-ce qu'un agent IA?» En fait, un agent IA, c'est une entité qui s'appuie sur un modèle IA pour effectuer des actions. Donc là, la différence entre un chatbot et un agent, c'est vraiment très simple. C'est que le chatbot, il prend pas d'action, alors que l'agent, il peut prendre des actions. Donc ça, c'est une définition
très simple à retenir pour toute la présentation aujourd'hui. Là, quand on parle d'agent, c'est un chatbot qui peut effectuer des achats, qui peut aller sur un site e-commerce, qui peut faire une recherche sur Internet. Et donc, quand on parle d'agentique, c'est des choses qui s'appuient sur des agents, donc qui s'appuient sur des IA qui peuvent prendre des actions. Et donc, par définition, le web agentique, c'est un web dans lequel l'interface d'accès à l'information, c'est un agent IA comme ChatGPT, comme Perplexity, comme Mistral, comme DeepSeek, comme Gemini. Et ça va changer le rôle des sites Internet. Et c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui, et notamment le rôle des sites e-commerce. Donc, si on prend l'exemple tout simple de ChatGPT et que je lui demande quelle paire de chaussures me conseilles-tu pour courir un marathon, qu'est-ce que va faire ChatGPT? En fait, ChatGPT va générer une réponse par IA en s'appuyant sur les informations qu'il trouve sur Internet. ChatGPT est connecté à Internet et donc il va aller scraper, visiter le site de New Balance, de Iron, de Adidas et d'Oka pour conseiller des paires de chaussures. Donc là, on voit bien que l'utilisateur final ne va pas se rendre sur le site d'Adidas, le site de Oka ou le site de Iron, mais va consommer le contenu du web via une interface conversationnelle, via un agent. Et cette interaction avec le web, c'est ce qu'on appelle le web agentique. Là, on le voit très bien pour ChatGPT, d'autres le voient pour Perplexity, mais ce qui est intéressant, c'est que Google le fait aussi dans tous les pays du monde, en dehors de la France, la Chine et la Turquie. Donc, les AI Overview, c'est sans doute un des termes qu'il faut retenir aujourd'hui. C'est en gros ChatGPT, donc comme ChatGPT, intégré à l'interface de search de Google. Beaucoup de gens en France ne connaissent pas les AI Overview. Pourtant, c'est une transformation du web qui est la plus grande transformation des 5-10 dernières années. Et ça affecte le web partout, en dehors de la France, de la Turquie et de la Chine. Et donc, si vous travaillez dans le web, il faut que vous vous intéressiez à ce sujet, parce que le jour où ça va arriver en France, eh ben, ça va transformer les choses. Donc ici, pour expliquer comment ça fonctionne, c'est la même chose que ce que j'ai expliqué sur ChatGPT. Je demande qu'est-ce que les AI Overview, et vous voyez un texte qui a été généré par intelligence artificielle sur la base de sources à droite. Ces sources, elles sont scrappées par Google, et vous voyez, il y a le site de Partout qui est utilisé. Le problème pour Partout, c'est que les gens vont moins cliquer sur le site, et donc potentiellement, il y aura moins de trafic sur mon site. Et donc, c'est un enjeu pour les marques, et c'est un sujet aussi qui va être latent aujourd'hui et qui va être expliqué aussi en partie. Si je fais un schéma et que je demande à un agent IA qu'est-ce que partout, et c'est tout ce qu'on explique depuis le début, quand je tape qu'est-ce que partout auprès d'un agent IA, que ce soit Copilot, Gemini, Perplexity ou ChatGPT, en fait, l'agent IA va faire une recherche dans un index web et va obtenir une liste de sites web. Il va scraper ces sites et il va faire une synthèse de tout ce qu'il a trouvé sur Internet, puis il va l'afficher dans son interface conversationnelle ou son interface de recherche si on parle des AI Overview. Il y a un autre point qui est important en préambule de tout ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est qu'on a eu tendance sur les 3 dernières années à opposer 2 écosystèmes, 2 mondes. Le monde bleu, que vous voyez ici, qui est le monde des moteurs de recherche. Donc ça va être Google, ça va être Bing, ça va être Yandex, Yahoo, etc. Donc c'est des moteurs de recherche qu'on appellera moteurs de recherche traditionnels ou search engine. Et de l'autre côté, les chatbots conversationnels ou les agents, s'ils peuvent prendre des actions, comme on le disait. Là, ça va être ChatGPT, DeepSeek, Mistral, Gemini, Perplexity, etc. Cette opposition entre le monde bleu et le monde vert, elle n'a plus lieu d'être, de moins en moins, parce qu'il y a une sorte de convergence entre ces 2 mondes. Et la convergence entre ce monde, d'un côté des moteurs de recherche traditionnels et du monde des chatbots, donne les moteurs d'IA génératifs. Et le terme que vous devez retenir, c'est Generative Engines. Et donc, voilà, pour la suite, les Generative Engines, on va les mettre en violet. Et en fait, c'est l'ensemble de tous les moteurs d'IA générative. Donc, puisque Google intègre l'IA et que ChatGPT intègre du search, en fait, ils appartiennent au même monde des moteurs d'IA générative. Et vous connaissez sûrement le SEO. Et donc, la terminologie de SEO, ça vient de Search Engine Optimization. Donc, SEO, ça vient des moteurs de recherche. L'idée, c'est de faire remonter son site. À l'opposé, le GEO, c'est les Generative Engine Optimization. Le changement de terminologie, il tient au changement entre moteur de recherche et moteur de recherche d'IA générative. À gauche, l'objectif, c'est de remonter le site Internet, alors qu'à droite, c'est de faire en sorte que les informations de mon site ou les informations qui m'avantagent soient reprises par les réponses générées par IA. Et cette nouvelle discipline qui s'appelle le GEO, c'est un changement de paradigme.
mais ce n'est pas forcément un changement de méthode, puisque certaines méthodes qui étaient très utiles pour le SEO vont aussi être utiles pour le GEO. Tout ça, on le voit pourquoi? Parce que c'est les bases pour comprendre ensuite ce qu'est l'agentique commerce, et on va rapidement arriver à des aspects plus agentiques. Il y a aussi une citation que j'aime bien, qui est celle de Demis Hassabis. Donc, c'est le CEO de Google DeepMind. Google DeepMind, c'est une société basée au UK qui a été rachetée par Google, qui est le fer de lance de l'IA chez Google. Et Demis Hassabis, c'est un peu le CEO de guerre de Google. Sundar Pichai est un peu plus posé et va moins dire les choses de manière directe. Et Demis Hassabis, ce qu'il dit, c'est qu'un web pensé pour les agents n'a plus besoin de pages web. Et donc, en fait, ce qu'il dit, c'est que c'est un peu la fin des sites Internet. Sundar Pichai le dit un peu différemment. Il dit qu'en fait, on a construit des interfaces pour consommer le web qui était une gigantesque base de données. Et cette réflexion, j'ai essayé de vous la simplifier via deux schémas. Ce premier schéma, c'est un schéma qui explique l'internaute et sa relation au moteur de recherche traditionnel. Le moteur de recherche traditionnel, c'est un portail. Donc, ça va être Google, Yahoo, Bing, etc. Il va nous emmener sur une autre interface, qui est l'interface du site web, qui est en les petits tirés en bleu. Et cette interface des sites web nous permet de consommer une base de données. Donc, ça peut être une base de données textuelle, une base de données e-commerce. Et cette interface, c'est notre interface d'accès au web. Et donc là, on voit bien que le petit internaute qui a de l'argent, et on va en parler de cet argent puisqu'il va le dépenser sur Internet, il va sur le moteur de recherche et il est redirigé. Mais le changement de ce web vers le web agentique, c'est une transformation complète puisque l'interface de consommation du web, c'est plus les sites Internet, c'est l'agent IA. Et donc là, je vous ai mis la barre violette qui représente l'interface utilisateur. Et quand je vais échanger avec OpenAI, Perplexity, etc., la consommation des data du web va se faire via l'agent conversationnel. Et donc, je ne vais plus être redirigé, mais c'est l'agent IA qui va effectuer les recherches sur les sites Internet pour moi. Et donc là, les sites Internet sont un peu grisés et on pourrait se poser la question de quelle est l'utilité des sites Internet dans un monde où les gens consomment l'information du web par les agents IA. Et ça, c'est la grosse révolution du web agentique. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, je vous ai fait un résumé en 10 minutes. En fait, j'ai fait un webinaire sur le sujet, sur les AI Overviews, sur SearchGPT, sur Perplexity. Et c'est un webinaire, en gros, qui résume toutes ces problématiques en 1 heure. Il y a déjà 7000 vues du replay, donc je vous conseille d'aller le regarder. Et ça vous permettra en fait de reprendre tout ce sujet avec beaucoup plus de détails, parce que je n'aurai pas le temps d'en parler plus aujourd'hui, puisque c'est vraiment l'idée de mettre les bases pour tout le monde. Dans ce contexte, partout, nous, ce qu'on va travailler, c'est ce qu'on appelle le GEO local. Donc, le GEO, c'est le Generative Engine Optimization, donc c'est le SEO sur les moteurs d'IA génératifs, mais sur des recherches locales. Donc, tout simplement, moi, quand je parle à ChatGPT et que je lui demande quel supermarché me conseilles-tu à Aix-en-Provence, ChatGPT va tout bonnement me proposer un supermarché Carrefour Aix-en-Provence. Et donc là, on voit bien que c'est comme du SEO, mais sauf que c'est dans le ChatGPT, on appellera ça du GEO. Mais en fait, ce qu'il faut percevoir, et c'est aussi un grand message aujourd'hui, c'est qu'au-delà d'être un changement d'interface, c'est un changement de paradigme. Quand je faisais du SEO et que je tapais « je cherche un avocat », les sites Internet ou les fiches Google Maps représentaient un ordre d'apparition. C'est-à-dire, il y en avait un qui était numéro 1, un deuxième, un troisième, les sites Internet, etc. Donc, c'était une hiérarchie, mais qui n'était pas un jugement de valeur. C'est-à-dire que peut-être que le fleuriste qui apparaît en premier, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur, c'est juste celui qui apparaît en premier parce qu'il est meilleur en SEO. Quand on parle à un agent, en fait, l'agent IA, il est prescripteur. Et dans ce cadre-là, l'agent, il va faire une recommandation. Cette recommandation, ça va être « je te conseille d'aller chez tel fleuriste demain pour faire un cadeau à ta femme, etc. » Et en fait, cette recommandation, ça va influencer beaucoup l'utilisateur. Alors qu'à l'époque, dans le SEO classique, on va regarder le site, on va lire les avis, on va faire tout le travail nous-mêmes. Et donc, c'est comme, il faut imaginer Gemini, AI Overview, ChatGPT, Mistral, c'est comme si une personne donnait des conseils à toute la planète et que cette personne, elle pouvait être influencée. Et donc, le GEO, ce n'est pas seulement un changement technique, c'est aussi un changement de paradigme. Et ça a un impact énorme en termes de démocratie, en termes de libre arbitre, puisque si les IA nous conseillent, et en plus, elles nous conseillent avec beaucoup de contexte, on va le voir, est-ce que, en fait, elles nous influencent? Est-ce qu'on peut tous être influencés? Ça ne sera pas le sujet de ce webinaire, mais c'est des questions qu'on peut se poser. En fait, quand je pose une question,
à une IA, ce qui est très intéressant, donc là, je vais lui demander: «Peux-tu me conseiller un restaurant pour samedi soir?» ou «Peux-tu me conseiller, une paire de chaussures?» Quand je pose cette question, en fait, l'IA, elle va avoir tout le contexte, tout dans sa mémoire. C'est-à-dire que moi, par exemple, je voulais partir en Sicile, avec ma femme, je lui ai demandé, des hôtels et l'IA m'a recommandé un hôtel en me disant: «Parfait, cet hôtel, est à côté, d'un hôpital pour toi parce que ta femme est enceinte». Mais je lui avais pas dit que ma femme était enceinte, mais en regardant dans la mémoire de ChatGPT, je me suis rendu compte qu'il y a 2 mois auparavant, je lui avais dit: «Est-ce qu'une femme enceinte peut manger tel truc?» Et lui avait compris mon contexte et utilisait ce contexte de mémoire pour me conseiller des choses. Donc ce qu'on voit aussi, c'est qu'à la différence des moteurs de recherche traditionnels, les recherches dans des agents IA sont beaucoup plus contextuelles, beaucoup plus, parlées, c'est des discussions et donc, les recommandations sont meilleures, mais en même temps, elles sont aussi plus prescriptive. Donc, il y a la comparaison. Je te conseille d'aller dans tel hôtel si tu préfères ça, mais B si tu préfères un hôtel avec piscine. OK, donc là, c'est bon, il me laisse encore un peu libre arbitre. Il y a la suggestion. Vu que tu aimes bien tel hôtel, que tu es déjà allé à tel endroit, je te conseille ça. Mais tu peux aussi aller là et là. Et après, il y a la recommandation où là, l'IA fait direct, me dit tu devrais aller là, c'est un super endroit. Et là, en fait, le libre arbitre de la personne, et ça marche pour acheter des chaussures, acheter une assurance habitation, aller dans un hôtel, l'IA, elle est vraiment prescriptive. Et là, ça change beaucoup de choses. Alors, quand j'ai fait ce webinaire à des groupes pour m'entraîner et pour discuter avec eux, ils m'ont dit qu'il faut donner des conseils parce que le webinaire était très explicatif. Donc, il y a un premier enjeu que je donne à tous nos clients chez Partout, c'est d'enrichir au maximum sa donnée. Puisque si les recherches sont plus contextuelles, alors l'IA a besoin de plus d'informations. Donc, par exemple, si j'ai un enfant, il faut que je dise dans l'hôtel que c'est adapté aux enfants. Et vous voyez, tout ce qui est à gauche, là, c'est ce qu'on appelle les attributs dans une fiche Google Maps. Et donc, c'est plein d'infos qui vont être associées à cette fiche Google Maps. C'est pareil pour vos produits, c'est pareil pour vos FAQ. Plus vous structurez et enrichissez votre donnée, plus vous pourrez répondre à des recherches contextuelles complètes générées par les agents. Chez Partout, je vous avais dit, on cherche à travailler sur ce qu'on appelle le GEO local. Le GEO local, c'est en gros de poser des questions à une IA comme ChatGPT ou Perplexity du type: je cherche un supermarché à Nice, je cherche un supermarché à Lille. Et en fait, ce que sont capables de faire des technologies comme Meteoria, Meteoria, c'est un partenaire de Partout que je vous recommande pour faire du géotracking. Ces technologies, elles vont être capables de poser la même question encore et encore à une IA pour voir les tendances et voir ce que pense une IA. Quel est le meilleur jus d'orange selon toi? Et on va poser 10 000 fois cette question, on va pouvoir voir est-ce que Tropicana est meilleur que Randros, etc. Et vous voyez l'impact pour vos entreprises, puisqu'on va être capable de comprendre ce qu'une IA pense de votre entreprise, de vos concurrents, comment elle vous compare aux concurrents, et donc comment elles vont influencer les individus pour prendre ou pas votre marque. Donc nous, on a fait ça, ces études en partenariat avec Meteoria sur le local. Donc, on a posé 10 000 fois, je cherche un supermarché plus ville, ou je cherche une agence immobilière plus ville, je cherche une agence d'assurance. Et on a regardé toutes les sources. Les sources, ça va être les store locators, ça va être les annuaires, ça va être les comparateurs. Et donc, en identifiant les sources d'informations qui sont utilisées par les IA pour faire des recommandations, on peut influencer ces sources, les compléter, les adapter. Et on va aussi être capable de classer les enseignes. Donc de dire Carrefour remonte plus que Auchan ou inversement. Et ce classement permet de comprendre pour les entreprises si elles sont bien positionnées en géolocal. Maintenant, pour remonter en géolocal, il faut mettre en place des bonnes pratiques. Alors, on n'est pas encore sur le sujet du commerce agentique, on va y arriver, mais en fait, le commerce agentique, c'est aussi du drive to store. Donc là, je vais vous donner 3 conseils qui s'appliquent pour toute stratégie GEO. C'est des questions qu'on a tous les jours, chez Partout. Pas tous les clients de Partout nous disent comment je remonte en géolocal. C'est le sujet de 2026, le géo. Et pour être franc, beaucoup d'entreprises sont vraiment perdues sur ce sujet. Et donc, chez Partout, on se positionne vraiment comme expert et on accompagne nos clients sur le local, mais potentiellement sur tout le reste, puisqu'en fait, les stratégies sont assez similaires. Le premier sujet, c'est d'avoir de la donnée structurée. C'est-à-dire, pour vos produits, pour votre donnée, structurez votre information, complétez-la. Le deuxième, c'est d'être omniprésent, c'est-à-dire d'avoir maximum d'informations sur plein d'endroits. On ne pourra pas parler du fan-out, mais c'est un sujet que vous pouvez regarder sur Internet, c'est comment les IA cherchent de l'information. Et le troisième sujet, c'est la preuve sociale, puisqu'en fait, les IA ne veulent pas avoir trop de biais, et donc elles vont essayer de regarder dans la presse, dans les avis clients, etc. Ces 3 piliers, c'est les piliers pour une stratégie
GEO. Maintenant, comment ça se passe pour le local? Donc, le premier sujet, la data structurée. En fait, une IA, quand elle va sur un site internet, quand elle va sur votre site internet, elle ne voit pas la couleur de bouton, elle ne va pas voir s'il est à droite, à gauche. Et donc, en fait, il faut que vous commenciez à penser votre site internet comme une base de données. Donc là, c'est quand vous cliquez sur Inspecter sur un site internet, vous pouvez voir les données qui sont, que les IA vont lire. Et le user interface ou le user experience, c'est-à-dire le design, etc., ne va pas être important pour une IA. Ce qui va être important pour une IA, c'est comment sont structurées vos données. Est-ce qu'il y a des balises schema.org? Est-ce qu'il y a des métadonnées? Est-ce que vous dites ça, c'est un horaire, ça, c'est un avis, ça, c'est un produit? Et tout ça, toute cette information structurée, qui est ce que voit l'agent IA, ça va vous permettre de remonter, puisque l'agent IA va pouvoir consommer cette donnée et savoir de quoi vous parlez. Et donc, quand vous pensez site internet, vous ne pouvez pas juste penser aujourd'hui aux humains, il faut aussi penser aux IA. Et donc, en l'occurrence, structurer votre site avec des balises H1, etc., enfin plein de choses qui vont améliorer, qui étaient déjà bonnes pour le SEO et qui seront encore meilleures pour le GEO. Quand partout, nous, on travaille avec des centaines d'enseignes sur la refonte des store locators, c'est comme ça qu'on travaille. C'est-à-dire, on travaille sur un store locator. Le store locator, c'est la carte. Quand vous êtes un distributeur physique, quand vous avez des points de vente, vous avez une carte sur votre site internet qui dit tel point de vente, il est situé là, tel point de vente, il a tel avis, ses horaires, ses services, ses produits, etc. Toute cette information locale, nous, on va la structurer dans le site et ça va permettre d'optimiser les sites internet pour qu'ils soient mieux lus par les IA. Et ça a un impact direct. On a fait une étude toujours avec Meteoria, notre partenaire sur le Géo, et on a posé des questions sur donc, des 10 000 prompts à chaque fois. Trouve-moi une agence d'assurance à Nice, trouve-moi une agence d'assurance à Brest, etc. Et on a classé le nombre de fois où les store locators des marques remontaient. Et ce qu'on voit, c'est que les store locators qu'on a refaits, notamment celui de Matmut, d'AXA, de Manpower, de Superintérim ou de BNP Paribas, ceux qu'on a refait avec partout, surperforment. Et ça, on est hyper content parce que Meteoria, ça n'a aucun lien avec partout, c'est un partenaire qui a un tiers de confiance et qui montre que, en fait, en ayant refait le store locator, par exemple, de BNP, on l'a structuré avec de la bonne donnée, on a amélioré le contenu, et donc la donnée structurée permet d'être plus lisible et donc de remonter en géolocal. Cette réflexion des données structurées, on vous la présente ici sur des notions de local, mais la réalité, c'est que ça marche avec tout. Ça marche aussi avec vos produits, vos services, votre marque employeur, etc., pour être lu par les IA. Le deuxième sujet dont on a parlé juste avant, c'était l'omniprésence. Donc, pour être présent en géolocal, le conseil qu'on vous donne, c'est d'optimiser vos fiches Google Maps, de diffuser sur un maximum d'annuaires, d'être présent sur des sites sectoriels. Plus vous êtes présent à différents endroits, plus l'IA va vous faire remonter en géo. Et ça, c'est aussi vrai pour les produits. Donc, l'idée, c'est qu'une IA, quand vous posez une question, elle va chercher sur plein de sites. Si vous êtes tout le temps présent sur tous ces sites, vous avez plus de chances de remonter. Dernier point, c'est la preuve sociale, c'est les avis. Donc, soignez votre réputation. Pourquoi les avis? Ça devient le sujet important pour les directions générales de tous les réseaux et même de partout, hein. Nous, on se pose la question. Pourquoi? Parce que les avis clients définissent ce que les IA pensent de vous. Il faut juste retenir cette phrase. Les avis clients définissent ce que les IA pensent de vous parce que les IA, elles vont lire tous les avis. Et donc, les avis Google Shopping, les avis produits. Et donc, ça va influencer ce qu'elles proposent comme produit en agentique commerce, notamment. Voilà, on a parcouru tout le sujet du web agentique. Maintenant, on va parler des parcours agentiques. Donc, en fait, on va distinguer deux types de recherches en ligne, que ce soit sur ChatGPT, sur Google, sur Perplexity, sur Copilot. On va distinguer d'un côté les recherches qu'on appellera informationnelles, des recherches transactionnelles. Une recherche informationnelle, ça va être une recherche de type combien de temps cuire un œuf, sans doute la question que plein de gens posent à ChatGPT, ou encore quand a vécu Charlemagne, alors que la recherche transactionnelle, elle va supposer un achat. Et donc là, aujourd'hui, ces recherches transactionnelles sont encore beaucoup faites dans les moteurs de recherche traditionnels, parce que pour acheter une assurance vie, pour acheter un iPhone, pour commander une poussette Yo, qu'est-ce qu'on va faire? On veut être sur le site e-commerce. Mais ce qui est intéressant, c'est que les agents IA veulent répondre aux recherches transactionnelles. Et c'est tout le concept de l'agent e-commerce qu'on va voir. Donc, avant de rentrer dans l'agent e-commerce en tant que tel, le parcours d'achat agentique, c'est un parcours d'achat en ligne dans lequel un agent IA, comme Copilot, ChatGPT, etc., accompagne l'internaute de la recherche d'informations à la transaction. Beaucoup me diront, oui, mais le commerce agentique, c'est futuriste. Non, ce n'est pas vrai, puisque la recherche d'informations sur un produit fait partie du parcours d'achat agentique. Et donc,
les gens commencent déjà à chercher les informations. Dans les parcours d'achat agentique, après avoir lu des dizaines et des dizaines de livres blancs sur le sujet, il y en a 4 qu'on peut identifier. Le premier, c'est l'agentique commerce. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Ça fait déjà 25 minutes que vous m'écoutez, mais c'est permis d'y arriver. C'est l'achat en e-commerce via un agent. Le deuxième, c'est l'agentique booking, c'est la réservation via un agent. La réservation d'un coiffeur, d'un hôtel, d'un restaurant, d'un rendez-vous en agence. L'agentique order, la possibilité de commander sur Deliveroo via ChatGPT, de commander un Uber, etc. Et l'agentique subscription, qui vous permet de souscrire à partout, à une assurance, à un service directement depuis un agent. Pour vous donner l'impact que l'agentique commerce et les parcours d'achat agentique va avoir. Vous connaissez peut-être le milieu de l'hôtellerie. Dans le milieu de l'hôtellerie, vous avez les OTA. C'est des espaces où vous allez, comme Booking.com, Expedia, Airbnb ou Agoda, qui vous permettent d'accéder à des chambres d'hôtel. Et donc, beaucoup d'entre nous on va sur Booking pour réserver un hôtel. C'est ce qu'on appelle l'entry point, le point d'entrée. Mais ce qu'on réalise, c'est que celui qui détient le point d'entrée détient la transaction. Et c'est ça aussi la chose importante à retenir. Et ce que dit Sam Altman dans une interview il n'y a pas longtemps, c'est si ChatGPT vous trouve le meilleur hôtel, donc là on est vraiment sur la découverte, comme je le disais avec l'exemple de la Sicile, et vous permet de le réserver en un clic, là on est sur un achat, en prenant une petite commission, ça se comprend. Nous le ferons à un moment donné. Cette phrase, elle peut faire trembler les OTA. Pourquoi? Parce que pour rentrer sur ce marché, ce qu'il faut, c'est d'être l'interface de découverte. Et ChatGPT est déjà devenu l'interface de découverte. Et donc, quand Booking ou d'autres prennent des commissions qui sont plus importantes, ChatGPT pourrait rentrer sur ce marché de la même manière que Google ou que Copilot ou que les autres pourraient rentrer sur le marché des OTA en proposant une commission qui est plus faible et donc transformer ce monde de l'hôtellerie. Et ça, c'est un monde économique majeur. Et je pense que les gens ont du mal à percevoir l'impact qu'aura l'IA, pas en tant qu'amélioration de process, parce que ça, tout le monde en a conscience, mais dans la manière dont on interagit avec les entreprises et dans la manière dont on fait nos achats. Et c'est tout le sujet d'aujourd'hui. Je vais vous prendre un autre exemple avec l'agentique booking. Aujourd'hui, je veux réserver un garage. J'ai un problème avec ma voiture. Et en fait, j'ai un trou dans mon agenda demain à 15h. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais sur Google Maps, je tape garage Paris 17. On a plein de clients qui ont des garages ou des concessionnaires, je sais partout. Et je vais voir 3 garages autour de moi. Super. Je suis déjà content. J'ai déjà les informations sur les garages. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer appeler le premier garage. Il ne répond pas. Bon, je vais sur son site internet, trouver s'il y a un moteur de recherche, un moteur de réservation. Ah, bon, je ne le trouve pas. Donc, j'appelle un autre garage. Il me répond. Désolé, il n'est pas ouvert à 15h. Etc., etc. En fait, cette expérience de réservation, elle est très désagréable parce qu'elle va me prendre beaucoup de temps. Et on peut faire pareil pour la réservation d'un restaurant un samedi soir ou pour la réservation d'un coiffeur. J'ai une heure à telle adresse, etc. En fait, ça, c'est la manière dont on fait les réservations aujourd'hui. Mais ce sur quoi tout le monde travaille, c'est l'agentique booking. Je vous ai pris un exemple d'agentique booking. C'est, je crie à ChatGPT ou à Gemini ou à Copilot, peux-tu me trouver un garage disponible près de chez moi samedi à 15h? Et là, l'IA me répond, oui, bien sûr, il y a 3 garages de disponibles samedi à 15h pour un rendez-vous à moins de 10 minutes de chez toi. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a checké les disponibilités. En particulier, je te recommande le garage Motorcraft, qui a un client de partout, car il a de bons avis Google et qu'il propose des services de qualité en lien avec ton besoin. Mon besoin, je l'ai exprimé précédemment. Et donc, en fait, il l'a retenu. Souhaites-tu que je te réserve le créneau de 15h? Ah, là, on est vraiment sur l'agentique booking. On a expliqué la différence entre un agent et un chatbot, c'est que le chatbot, il discute et l'agent, il prend des actions. Et ce qui nous intéresse, c'est ce dernier petit point. Souhaites-tu que je réserve le créneau de 15h? En fait, là, on voit tout le funnel d'acquisition, toute l'expérience que j'avais décrite en plein de clics, plein d'appels, elle est résumée en une discussion. Et là, la question que tout le monde se pose, c'est comment ChatGPT, Google ou les autres peuvent avoir accès aux agendas de Motorcraft ou d'autres sociétés, les agendas des coiffeurs, les agendas des restaurants, savoir quand est-ce qu'ils sont disponibles, pour quel service, parce qu'un coiffeur pour une coupe homme ou une coupe femme, ça ne va pas prendre le même temps. Donc, il y a plein de complexités. Et en fait, ça fait des années que Google, que ChatGPT prépare cet agentique booking. Typiquement, si vous le testez sur votre ordinateur ou sur votre portable, vous pouvez taper mon contrôle technique, La Courneuve. Donc, mon contrôle technique est un client de partout qui a mis en place ce qu'on appelle Réserve with Google. Réserve with Google, c'est une fonctionnalité qui est révolutionnaire, qui vous permet tout simplement de mettre un gros bouton bleu, bien visible, pour booster vos réservations. Donc, ce call to action, il fait exploser votre nombre de réservations. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait,
Google va établir une connexion entre votre outil de réservation et son back-office. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'on va mettre en place Reserve with Google. Donc, partout où on a un partenaire de Reserve with Google, et donc on est en train de le déployer sur des agences d'assurance, sur des concessionnaires, sur des coiffeurs, sur des hôpitaux, etc. Donc, il y a plein de secteurs qui sont impactés. Mais c'est la première étape pour faire de l'agentic booking. Parce que ce qu'on va faire, c'est connecter les agendas. Et donc demain, ceux qui ont réservé with Google, ben, on pourra leur poser la question, trouve-moi un restaurant, trouve-moi un hôtel, trouve-moi un concessionnaire pour une réparation. Et là, tous ceux qui l'auront connecté, Google aura l'information des disponibilités et pourra tout de suite dire si c'est disponible. Donc déjà, ça c'est live aux États-Unis, dire si c'est disponible. Mais ensuite, réserver, ben là, c'est vraiment de l'agentic booking. On n'y est pas encore, mais on voit qu'on est déjà sur la recherche d'informations et on a une information beaucoup plus granulaire que ce qu'on avait avant, puisque l'expérience que je décrivais, elle est quand même assez désagréable. Voilà, alors là, on a parlé de l'agentic booking. Si vous souhaitez être accompagné sur la partie réserve with Google ou comprendre comment ça fonctionne, vous pouvez nous contacter directement sur notre site internet partout. Vous avez un formulaire, il y a quelqu'un derrière, il y a même 350 personnes derrière, donc vous serez contactés hyper rapidement pour un point avec nos experts qui vous expliqueront qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se met en place, etc. Maintenant, au bout d'une demi-heure, on arrive enfin au cœur du sujet d'aujourd'hui, qui est le commerce agentique. Donc, pour le rappel, le commerce agentique, c'est un nouveau paradigme pour le e-commerce. C'est un parcours d'achat agentique spécialisé pour l'e-commerce. Maintenant, on va prendre un peu de recul et on va essayer de définir ce que c'est l'e-commerce et qu'est-ce qui a révolutionné l'e-commerce. En gros, en 2006, de 2006 à 2016, tout le monde a dit il faut des sites e-commerce. Donc, toutes les marques, Sephora, Castorama, Conforama, etc., ont créé leur site e-commerce et on est passé en France de 20 000 sites e-commerce à 200 000 sites e-commerce en 10 ans. C'est une révolution. Et là, qu'est-ce qui était important? Le contenu SEO, la conversion, les PLP, les Product Landing Page, etc. Mais en 2016, nouvelle révolution, les marketplaces. Amazon, ManoMano, toutes les marketplaces qui existent, qui ont révolutionné le e-commerce. Et là, c'est un basculement. Aujourd'hui, 60% du e-commerce est géré sur des plateformes marketplace. Et donc là, il y a des marketplaces spécialisés qui existent. Et ce qui est important pour une marque qui veut faire du e-commerce, c'est bien sûr d'avoir son site e-commerce, mais comme 60% du e-commerce se fait sur les marketplaces, il faut aussi être présent sur ces marketplaces. Et donc là, il y a un nouveau besoin qui est de diffuser ces informations produits sur plusieurs endroits. Et là, ça révolutionne le e-commerce et l'émergence de nouveaux acteurs. Et ça pose plein de questions. Mais il y a une troisième révolution qui arrive, 2026-2036. Et là, c'est celle de l'agentic commerce. Puisque les gens discutent avec des IA sur des interfaces conversationnelles, est-ce que demain, les gens feront leurs achats dans ces interfaces conversationnelles et n'auront plus besoin d'aller sur les marketplaces, n'auront plus besoin d'aller sur les sites marchands? Bien sûr, ce ne sera pas 100%, mais est-ce que ce sera 10, 15, 20, 30, 70% du e-commerce français qui passera par de l'agentique? C'est ça la question qui se pose aujourd'hui. Et en fait, ce agentic commerce est en train de remonter les parcours d'achat. Alors, je vais expliquer ce que ça veut dire remonter les parcours d'achat, parce que c'est un concept aussi qui est assez important. Un parcours d'achat, alors ça, je vais remercier Julien qui gère toute la partie contenu chez Partout. Cette présentation, je l'ai travaillée avec énormément de monde, plein de gens qui m'ont fait des feedbacks et des retours. Donc, je suis assez content du résultat parce que c'est plein de gens qui ont contribué. Et il m'a dit, il faut que tu fasses un funnel. Le funnel Awareness, Interest, Decision et Action. Ça, c'est le funnel que les marketeurs connaissent. Et en fait, comment l'IA révolutionne ça? Alors, sur le premier point, c'est l'awareness. Donc là, concrètement, c'est des requêtes informationnelles, comme on le disait tout à l'heure. Par exemple, comment je me prépare à un marathon? Et donc là, l'utilisateur, il se limite à un usage pour des renseignements très génériques. Il va chercher des informations générales. C'est le niveau 1, et donc il va remonter au fur et à mesure le funnel. Ensuite, il se dit, bon, maintenant que j'ai compris comment me préparer un marathon, on m'a dit qu'il y avait besoin de bonnes chaussures, de bon matériel. Et donc là, je me dis, OK, comment choisir ma paire de chaussures? Ça, c'est une vraie question parce que ça me prend longtemps d'aller sur des blogs, etc. Donc, je veux une réponse structurée. Et donc là, l'IA, ce qu'elle va te donner, c'est un cadre. Et ce cadre, elle va se baser sur les informations, les avis, etc. Et là, on retrouve le concept d'avis, sauf que là, on ne parle plus des avis points de vente, on parle des avis produits. Et donc, pour choisir sa catégorie, pour définir une grille de lecture, les IA ne vont pas aller uniquement sur les sites des enseignes, elles vont aller sur les avis. Et ensuite, une fois que j'ai fait une grille de lecture,
bah, je vais lui demander qu'est-ce que tu me conseilles. Parce qu'en fait, toi, mon agent IA à qui je parle tout le temps, qui connaît mon poids, mon âge, ma situation géographique, etc., qui sait combien de temps je m'entraîne, etc., bah, en fait, tu vas être le mieux placé pour me donner un conseil. Et là, on arrive au point qui est un peu embêtant, qui est est-ce que l'IA est prescripteur? Est-ce que l'IA, on lui délègue sa décision? Et c'est tout ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est le changement de paradigme. Et là, je vais vous montrer comment une IA peut nous accompagner dans la phase de décision. Et ça, c'est live, hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous voyez, ça, c'est un AI Overview. On parlait de l'AI Overview. L'AI Overview, pour rappel, c'est une IA qui va aller, l'IA de Google, donc Gemini, qui va aller sur différents sites Internet, essayer de choper des informations pour vous résumer une réponse à une question que vous posez. Donc là, je pose la différence entre la Switch et la Switch 2 parce que je ne sais pas laquelle acheter. Et en fait, de manière hyper intéressante, l'IA va aller sur plein de sites Internet, des vidéos YouTube, des sites spécialisés et me générer des points de comparaison textuels. Donc ça, c'est live et c'est aux États-Unis, ou plutôt c'est partout dans le monde, sauf en France, en Turquie et en Chine. Et si vous voulez être prêt pour cette révolution que sont les overviews, il faut que vous y intéressiez. Maintenant, l'IA va beaucoup plus loin. Il y a une nouvelle fonctionnalité. Donc là, je vous présente à gauche, c'est le choix des produits par l'humain, et à droite, c'est la comparaison. Donc, je vais demander une crème pour le visage. Quand je demande cette crème pour le visage, Gemini, donc Google, va me proposer plusieurs produits. Et je vais pouvoir sélectionner les produits qui m'intéressent. Et ensuite, tout simplement, l'IA va faire une comparaison des produits que j'ai sélectionnés. Donc, je peux en avoir sélectionné 10 ou 2, et il va, sur la base de grille de lecture de comparaison, lire les avis, etc. Et ce qui est fou, c'est que cette réflexion de comparer des produits, elle se retrouve aussi pour comparer des points de vente. Donc, demain, vous voulez un restaurant sur Google, vous tapez je cherche un restaurant asiatique près du 17e. Il y a 3 propositions. Vous cliquez, vous dites celui-là, celui-là, comparez-moi. Mais ça marche avec des coiffeurs, ça marche avec des fleuristes, ça marche avec des assureurs, ça marche avec des banques, ça marche avec tout. Et là, on retrouve l'idée principale de ce webinaire, c'est que les avis en ligne définissent ce que les IA pensent de vous. Et ça, c'est intéressant parce que pendant des années, les clients de partout, on nous disait ouais, mais les avis en ligne, personne ne les lit. Bah, aujourd'hui, vous savez que les IA les lisent et c'est d'ailleurs la source d'information privilégiée pour comparer des points de vente, pour comparer des produits. Donc nous, ça nous arrange un peu chez Partout puisque on est les spécialistes de la e-réputation en ligne en Europe. Donc on accompagne énormément de clients, mais il se trouve que qu'on a une chance, c'est d'être positionné au bon endroit au bon moment. Et en l'occurrence, sur la comparaison d'établissements, si vous voulez être bien positionné, il faut d'abord savoir ce que les gens pensent de vous, savoir ce que les gens pensent de vos concurrents, parce que ça va définir ce que les IA pensent de vous et de vos concurrents. Autre interface, celle de ChatGPT. On retourne sur du e-commerce. Là, vous pouvez la tester et c'est assez impressionnant. C'est une expérience Tinder-like, donc comme un Tinder, pour choisir un produit en e-commerce. Donc, comme Tinder, vous arrivez, vous dites je veux un laptop, donc un ordinateur portable. Et là, on va vous poser quelques questions. Quelle taille? Quel est ton budget? Pourquoi faire? Etc. Là, je réponds à ces questions et c'est des questions préliminaires. Ensuite, je vais pouvoir dire je suis intéressé par ça et j'en veux plus, propose-moi plus de trucs, ou non, ça ne m'intéresse pas. Et donc là, on est sur du machine learning, c'est-à-dire que je vais donner des informations à l'IA pour lui dire ce que j'aime. Et ça, c'est déjà live. Vous pouvez le tester. Alors, moi, c'est nos équipes en Espagne qui m'ont montré. Je ne sais pas à quel point c'est live en France. Je crois qu'il faut que vous vous mettiez en mode e-commerce sur ChatGPT, mais donc vous pouvez le tester, je crois. Et après, dans la vidéo de démonstration, là, une fois que vous avez choisi votre laptop qui correspond exactement à votre besoin, vous pouvez bien sûr comparer les fonctionnalités. Ça aussi, c'est la même chose que sur Google. Et vous pouvez regarder les prix et l'acheter. Donc là, vous mettrez votre interface, votre adresse de livraison, etc., votre carte bleue. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on ne quitte pas ChatGPT, on ne quitte pas Gemini, on ne quitte pas Copilot. Et donc ça, c'est l'agent e-commerce, c'est-à-dire l'acte d'achat intégré à l'expérience conversationnelle. Et on va essayer d'expliquer pendant les 20 minutes, peut-être plus qu'il nous reste, parce que je vais un peu déborder, comment ça fonctionne d'un point de vue technique. Dernière partie, c'est ce qu'on a appelé l'operated transaction, qui est concrètement l'IA qui passe commande pour moi sur le site e-commerce. Et donc là, l'utilisateur va valider la transaction dans le conversationnel. Et là, il peut dire tu peux me préparer ma commande. Alors, la vision finale que je n'ai pas partagée ici, c'est juste quelqu'un qui dit tu me connais, achète-moi des paires de chaussures. Voilà, c'est tout. Et là, ce qui s'est passé, hein, c'est on assiste à une contraction du marketing funnel.
Le marketing funnel, qui était une décision longue, elle est déléguée. Enfin, en gros, l'acte d'achat peut être complètement délégué, ou alors le marketing funnel est compressé en une seule discussion. Et donc, c'est pour ça que le GEO est un sujet hyper important pour toutes les entreprises. Et c'est pour ça qu'il faut être accompagné, que ce soit sur le local. Et là encore, je peux que recommander aussi Meteoria si vous voulez traquer tout ça. Et demain, voilà, c'est ce que je disais, on pourra déléguer tous nos actes d'achat. Alors, une question qu'on me pose souvent, c'est oui, ça, c'est très bien, mais est-ce que les gens le font? Ou en tout cas, est-ce que les gens ont envie de le faire? Moi, jamais j'achèterai dans le ChatGPT. Et donc, il y a des études. Et là, moi, je me suis coltiné toutes les études de McKinsey, de Profound, de BCG, d'Opinionway. Et j'ai vraiment regardé beaucoup d'études. Et j'ai essayé de vous résumer 3-4 choses qui me paraissaient les résultats les plus intéressants. J'avais initialement 150 slides sur cette présentation qui va durer un peu plus qu'1 heure. Et donc, en fait, j'ai été obligé de choisir. Donc, la première chose qui est intéressante, c'est quand on pose aux gens, alors ça, c'est aux États-Unis, c'est une étude de McKinsey, quelle est la source d'information privilégiée lors des recherches ou de prise de décision concernant une marque, un produit ou un service? On voit que les moteurs d'IA génératifs, c'est 44% des sources privilégiées et que les moteurs de recherche traditionnels, c'est 31%. Mais quand on parle de moteurs de recherche traditionnels, on retrouve le bleu et le violet. Mais en fait, le bleu, c'est Google. Et donc, Google, il y a de l'IA. Et donc, en fait, 75% des sources d'informations privilégiées pour choisir des produits sont impactées par le GEO. Maintenant, il y a beaucoup de clients de partout qui me disent « Oui, mais moi, mon site internet, je ne vois pas trop de trafic venant de ChatGPT. Je ne vois pas trop de trafic venant de Gemini. » Et ça aussi, c'est une erreur de penser comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, ils vont sur Gemini, sur ChatGPT, sur Copilot, et ils prennent leurs décisions sur ces agents, et ensuite, ils vont sur votre site, et ensuite, ils vont sur Google ou sur d'autres plateformes. Et donc, c'est pas, en fait, la phrase de Profound, c'est une société leader dans aussi le suivi de GEO aux États-Unis. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que ChatGPT et les agents IA sont devenus les moteurs cachés derrière les décisions d'achat des consommateurs. Et il donne un chiffre, près de 30% des ventes du Black Friday, donc là, il y a quelques semaines, ont été influencées par une IA et ça représente 22 milliards de chiffre d'affaires. 30%, 27,5% des ventes ont été influencées par des gens qui ont posé des questions avant sur une IA. Et pour prouver cela, ils ont fait ce qu'on appelle du eye tracking. Le eye tracking, c'est vous demandez, en l'occurrence, c'est 1000 personnes, de faire une recherche, d'acheter des chaussures, par exemple, et vous allez, sur 1600 personnes, regarder ce qu'elles font, regarder ce qu'elles regardent, analyser. Et donc là, ils voient que en fait, les gens vont sur ChatGPT et qu'ensuite, après être allés sur ChatGPT, ils vont sur d'autres sites. Et donc, ils ont mis un pourcentage où ils allaient. Donc, après être allés sur ChatGPT, il y a 24% des gens qui vont sur Google, 20% qui vont sur Amazon aux États-Unis, 19% qui vont directement sur le site de la marque, 15% qui vont en point de vente. Donc là, vous n'avez aucune visibilité puisque vous ne traquez pas les gens qui ont interagi avec ChatGPT. Et autres, voilà, peut-être rien. Mais ce qu'on voit ici, c'est que, en fait, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'attribution des moteurs d'IA qu'il n'y a pas d'impact. Et donc là, je vais lire la conclusion de Profound, c'est que les décisions se prennent dans les Generative Engine. Et quand je dis Generative Engine, j'inclus Google Gemini, Google AI Overview, qui est en train de faire une remontée assez décisive par rapport à OpenAI. Ça pourrait être l'occasion d'un webinaire à part entière, mais aussi Copilot, mais aussi toutes les autres interfaces. Et en fait, les décisions se prennent dans les Generative Engine, tandis que les transactions se concluent sur les marketplaces, les sites de marque, en magasin ou via Google. En d'autres termes, l'IA sert à la découverte, tandis que Google intervient pour la validation et les données de dernière étape. Alors moi, je ne suis pas très d'accord avec ce point qui dit que Google intervient pour la validation, parce qu'en fait, Google est en train de rattraper la partie découverte, comme on l'a montré juste avant, mais c'est quand même intéressant de voir que ce n'est pas parce que vous avez peu d'attributions qu'il y a peu d'impact. Alors là, chaque fois que je présentais ces slides, on me disait « mais oui, mais en France, ça va arriver beaucoup plus tard, les gens ne voudront jamais utiliser les IA pour comparer les produits, etc. » Donc déjà, quasiment 60% des 25-34 ans le veulent. Donc ça, c'est une étude de Opinionway qui a été présentée au jeudi de la Retail Tech sur 1000 répondants en France. Et donc, on voit déjà que 30% utilisent les IA pour rechercher des informations sur les produits, etc. Et là, il y a une autre question. C'est qu'on se dit, OK, tous les Français, beaucoup de Français se renseignent sur les IA avant d'effectuer des actes d'achat. Mais quelle est la part des Français qui veulent acheter directement via l'agent? En gros, est-ce que les gens ont peur
de mettre leur carte bleue dans ChatGPT, dans Gemini, dans Copilot, dans DeepSeek? Ou est-ce qu'ils ne sont pas prêts à le faire? Et donc là, il y a une autre étude que je trouve hyper intéressante, toujours d'OpinionWay, c'est que 34% des Français sont prêts à acheter en ligne directement via une IA, sans passer par le site internet d'une enseigne. Donc déjà maintenant, il y a un tiers des Français qui sont prêts à faire leur achat dans ChatGPT, dans Gemini, dans DeepSeek, etc. Et ça, c'est hallucinant parce que quand on parle d'agents e-commerce, les gens disent oui, mais personne ne sera capable, ne voudra mettre son argent dans ChatGPT. Bah si, beaucoup de gens. On arrive à la fin des 3 premières parties, on va passer à la dernière partie qui est sans doute la plus technique, dans laquelle on va parler des différentes typologies d'agents e-commerce. On va parler des on-site agents, des opérateurs et des agents de protocole. Donc, on va distinguer, alors toutes ces distinctions, c'est issu de mes lectures, etc. Donc, il n'y a pas c'est un peu une distinction que j'ai fait moi-même, mais je pense qu'il se ressent dans d'autres études. Mais le premier type d'agent e-commerce, c'est ce qu'on appelle les on-site agents. C'est des agents sur votre propre site, sur le site de Sephora, sur le site des Galeries Lafayette. Et donc là, on va mettre en place un agent conversationnel natif qui est dédié au site e-commerce ou au site spécifiquement. Et donc là, il a un champ d'action restreint, c'est-à-dire que cet agent ne peut vendre que les produits de Sephora ou de Nocibé, etc. Ensuite, vous avez un deuxième type d'agent, c'est les operators. Les operators, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Les operators, c'est des IA qui peuvent prendre le contrôle de votre ordinateur pour naviguer le web à votre place. Et ça, on va en parler un peu plus en détail. Et là, ils ont un champ d'action ouvert qui est le web, puisqu'ils peuvent aller faire ouvrir un site e-commerce, acheter pour vous, etc. Et le troisième type, c'est à mon avis celui qui a le plus d'avenir, c'est ce qu'on appelle les agentic protocoles ou les agent protocoles. Vous avez peut-être entendu parler d'MCP, vous avez peut-être A2A, et là, il y a un nouveau agentic protocole qui est sur le Agentic Commerce Protocol, donc l'ACP, et on va vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, les on-site agents, on a dit que c'était une expérience. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'enseigne? C'est déjà d'intégrer une expérience conversationnelle IA sur votre site web. Chez Partout, on a développé Jim. Jim, c'est un agent IA qui est un agent conversationnel que vous mettez sur votre site web. Vous pouvez le tester sur notre site web en bas à droite et qui vous permet en fait d'interagir avec vos clients, soit en live, soit par SMS, par WhatsApp, sur Facebook Messenger, sur Instagram, etc. Et donc, notre agent IA qui s'appelle donc le petit logo que vous voyez violet, c'est un agent IA qui est capable de converser dans toutes les langues et de connaître vos produits, de connaître la base de connaissances que vous avez. Et vous pouvez même brancher votre propre agent IA, si vous l'avez développé, à notre interface conversationnelle. Donc ça, c'est un produit pour lequel Partout est assez peu connu et qui représente une grosse partie de nos développements ces 5 dernières années. Et donc, si vous voulez une démo, n'hésitez vraiment pas à nous contacter parce que je pense qu'il y a plein de choses qui pourraient vous intéresser et vous ouvrir un peu sur ce sujet de l'agentic commerce. 3 exemples d'on-site agent. Vous avez celui des Galeries Lafayette à gauche, que j'ai testé à titre personnel, où on peut en fait discuter avec un agent IA pour retrouver des cadeaux. Vous avez Cash Converter Belgique, qui est l'agentic commerce que Partout a mis en place. Et à droite, vous avez un autre agentic commerce qui est celui d'Amazon, qui s'appelle Rufus. Rufus, c'est un agent IA que vous pouvez tester sur Amazon, qui est live, qui vous permet de comparer les produits entre eux sur la plateforme Amazon sur la base de leurs avis. Et donc Rufus, c'est une aide à la décision pour acheter sur Amazon. Et là encore, puisqu'on est vraiment sur la plateforme Amazon, c'est de l'agentic commerce on-site. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour parler de Jim. C'est un sujet passionnant et on a énormément d'experts pour vous accompagner là-dessus. On passe au deuxième type d'agents, c'est les operators. En gros, si vous voulez travailler sur ce type d'agent, il faut que vous rendiez votre site lisible et opérable par les agents et navigateurs IA. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de Atlas. Donc, il y a quelques mois, il y a eu une vague qui a consisté à ce que les agents IA, donc Perplexity, ChatGPT et autres, ont commencé à développer leur navigateur web. Donc, Atlas a été développé par OpenAI, Comet a été développé par Perplexity. Donc, tout le monde s'est dit, je veux avoir mon propre navigateur web. Pourquoi, d'un coup, le navigateur web est devenu important? Parce qu'un navigateur web, donc comme Chrome ou comme Safari, c'est ce qui permet d'opérer les pages web. Et donc, si on veut avoir une IA qui va sur un site et achète pour nous, pour faire ce mode operator, il faut avoir son propre navigateur. Et donc, vous pouvez tester Atlas. Le problème
juste sur Atlas et sur les navigateurs web, c'est qu'il y a beaucoup potentiellement, vous pouvez vous faire hacker parce que les gens commencent à mettre des textes en blanc sur blanc pour prendre contrôle de votre ordinateur. Donc, moi, je déconseille pour le moment Atlas d'aller sur tous les sites parce que vous pouvez potentiellement avoir quelques problématiques de sécurité. À titre personnel, moi, je n'utilise pas les navigateurs, mais c'est juste pour vous projeter sur qu'est-ce que pourrait faire une IA pour vous. Et là, dans le mode opérateur, c'est tout simple, hein. L'IA, elle prend contrôle je peux la prompter, donc à droite, là, et l'IA va faire mon panier. C'est-à-dire qu'elle va basculer sur les pages, lire le texte, etc. Et c'est impressionnant. Moi, je l'ai fait sur l'interface de partout. Je lui demande de m'exporter des données. Ils me font tous les filtres. Ils m'exportent tout. En fait, il est capable de lire et de comprendre une interface web. Ce mode opérateur, il a donné notamment une innovation majeure qui est le Buy for Me. Alors, en avril 2025, Amazon a lancé la mode du Buy for Me avec le Buy for Me Amazon. Le concept est simple. On est d'accord qu'une majorité des produits e-commerce sont sur Amazon, mais il y a des choses qui ne sont pas sur Amazon. Et quand ce n'est pas sur Amazon, Amazon vous propose de l'acheter pour vous sur d'autres marketplaces. Donc, il y a un legging qui n'est pas sur Amazon, mais qui est sur un autre site. Vous dites Buy for Me et l'IA d'Amazon va acheter sur cet autre site e-commerce en utilisant votre carte bleue, votre livraison, etc. Et donc, ce Buy for Me, c'est une révolution dans l'approche, puisque Amazon a pour ambition potentiellement d'être la plateforme e-commerce qui référence 100% des produits en ligne, puisqu'il est capable d'aller acheter pour vous sur d'autres sites. Donc, c'est le début, mais c'est une innovation majeure pour les e-commerçants. Ça veut dire qu'en fait, si Amazon a tous les produits du monde, pourquoi ai-je besoin d'aller sur le site e-commerce de quelqu'un? Puisqu'en fait, je peux le faire directement depuis Amazon, il a déjà mes cartes bleues, en plus j'ai Amazon Prime, etc. Donc, c'est une vraie révolution. Mais bien sûr, Google a répliqué avec le Buy for Me Google. Donc, Buy for Me Google, avec une innovation que je trouve assez cool, c'est juste le price. Donc, en gros, vous dites, je veux ce sac à main dès qu'il est à moins de 95 € sur Internet. Et vous laissez ça et vous êtes notifié. Donc, ça, c'est sorti en mai 2025. C'est-à-dire que vous dites, je veux ce sac à main à tel prix et vous attendez. Et dès qu'il y a une promotion sur un site, peu importe lequel, en ligne, ben, ça vous met un pop-up et vous dites, Pay with Google, achetez. Et là, vous avez votre sac à main à tel prix. Et ça marcherait avec tous les produits. Donc là, on a une innovation encore. C'est le Buy for Me, mais avec un prix. Et après, il y a plein de choses que fait Google autour de ces sujets-là qui sont intéressants, mais on n'aura pas forcément le temps d'en parler aujourd'hui. Donc, le mode opérateur, ça peut poser la question de la fin des sites e-commerce. Donc, dans le précédent webinaire, le précédent que j'avais fait, j'avais un peu voulu choquer en disant c'est la fin des sites web. Là, de la même manière, on pourrait dire c'est la fin des sites e-commerce. Je ne pense pas. Ou en tout cas, ça va être la transformation des sites e-commerce. Et cette transformation, elle aura toujours un intérêt. Comme on le disait, de la manière pour les sites web, c'est une transformation des sites web, c'est une transformation des sites e-commerce. Et comment je m'adapte en tant que site e-commerce pour permettre aux agents IA de me consommer mon contenu ou pas. Je vous ai parlé des on-site agents, des operators. Maintenant, on va parler des agentic protocoles. Et là, on va parler des agentic protocoles sur l'exemple de l'ACP, qui est l'Agentic Commerce Protocol, ou qu'on appelle aussi Instant Checkout. Donc, l'Instant Checkout, c'est l'expérience. Et là, on va voir sur le ChatGPT, tout simplement, je pose une question. Donc, je veux acheter ce produit. Et là, on me propose le produit. Et quand je clique sur le produit, on me dit payer directement dans ChatGPT. Et vous voyez marqué Pay Etsy. Donc Etsy, c'est une marketplace. Et tout simplement, ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit qu'il y a une collaboration entre ChatGPT et cette marketplace via un protocole qui permet aux gens d'acheter directement sur ChatGPT connecté à des plateformes. Ça, c'est l'instant checkout. Maintenant, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc, pareil, là, je me suis coltiné des vidéos d'OpenAI, de Stripe, etc. pour vraiment essayer de vous vulgariser tout ça. Donc, pour résumer, ça a été lancé en septembre 2025, donc il y a 3 mois. ChatGPT devient l'interface d'achat, avec des cartes produits, comme je vous ai montré. Le merchant, qui est Etsy, qui peut être Walmart, qui peut être Carrefour, etc. Ça reste ce qu'on appelle le merchant of record, c'est-à-dire c'est lui qui détient la donnée transactionnelle, la logistique, le support client. Ce n'est pas le ChatGPT qui va s'occuper de ça. C'est toujours le e-commerçant. Et il va payer le e-commerçant à OpenAI un petit pourcentage. Et après, il va payer Stripe, qui va être voilà, la partie financière pour prélever l'argent, pour vérifier qu'il n'y a pas de fraude, etc. Et ça, c'est 30 centimes par transaction et 2,9% du prix. Et il y a déjà des gens qui sont intégrés, Etsy, Walmart, Shopify, Salesforce, PayPal, etc. Maintenant, si on essaye de prendre de la hauteur et qu'on essaie d'expliquer quels sont les 3 piliers de l'agentique protocole.
de commerce du protocole agentique commerce. Vous avez d'un côté les agents, ChatGPT, de l'autre côté le merchant, par exemple Shopify, et le troisième, qui est Stripe, le moyen de paiement. Ça, c'est comme ça que ça a été construit, mais la réalité, c'est qu'en fait, on peut démultiplier et expliquer ça pour tous les agentic protocoles. Il faut toujours un agent IA qui va être l'interface conversationnelle dans laquelle l'utilisateur fait sa recherche et son achat. Toujours besoin d'un e-commerce qui va s'occuper en fait, de la donnée produit, d'enregistrer la commande, de la livraison, etc. Et vous avez toujours besoin d'un PSP, un Payment Service Provider. C'est donc le système de paiement qui procède à la transaction sécurisée entre les comptes. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a un écosystème. C'est-à-dire que l'agent IA, ça n'a pas besoin d'être ChatGPT, ça peut être Mistral, ça peut être Gemini, ça peut être Perplexity, ça peut être Copilot, ça peut même être sur du social, du WhatsApp, du Alexa, ça peut être des marketplaces qui ont leur propre agent IA. Ensuite, vous avez besoin d'un e-commerce. Donc là, vous pouvez avoir du Magento, du Wix, ça peut être des marketplaces. Et vous avez besoin de paiement. Alors là, l'exemple, c'était Stripe, mais ça peut être Adyen, ça peut être Google Pay. Et donc, on peut voir qu'en fait, Google peut répliquer en disant, moi, je mets tout simplement, mon agent IA, c'est Gemini, mon e-commerce, c'est Google Shopping, et mon paiement, c'est Google Pay. Donc, on peut avoir des expériences intégrées. Là, je vous prends l'exemple de la CP parce que c'est le premier à être sorti. Et comme d'habitude, les premiers à être sortis, c'est un peu eux qui font les standards. Je me suis baladé, alors je ne sais pas si je voulais la mettre, cette slide, mais c'est comment ça fonctionne entre le user, l'agent IA, le merchant et le payment, et tout ce qui est expliqué, donc avec des spécifications, des API REST, des shared payment tokens, donc c'est-à-dire des paiements sécurisés. Donc il y a tout un protocole qui permet d'avoir une expérience qui soit sans couture pour l'utilisateur. Et ça, c'est hyper important d'avoir le moins possible de blocage. Moi, j'ai trouvé ça ouf, c'est Instacart qui vient de lancer. Donc Instacart, il propose des produits retail, donc typiquement des produits que vous achetez en grande distribution. Et ils viennent de lancer leur expérience avec Stripe et ChatGPT. Et donc ça, c'est l'expérience que vous avez dans ChatGPT. Vous choisissez vos produits, vous validez votre checkout et vous faites votre paiement. Et Nick Turley, donc, qui est le Head of ChatGPT aux US, il a dit, ce qui résume tout ce webinaire, c'est que donc, ce lancement de l'agentic protocole, c'est une nouvelle étape vers la concrétisation de notre vision, une IA qui propose des recommandations utiles et se connecte directement à des services du monde réel, faisant gagner du temps et des efforts aux utilisateurs dans leur vie quotidienne. Donc la vraie question, c'est comment l'IA agit sur le commerce et le monde. Donc, OpenAI offre dans un nouveau canal d'acquisition pour tous les sites e-commerce, mais de la même manière, Gemini va le faire, Copilot, etc. Et c'est intéressant parce que là, il y a eu un deal entre OpenAI et AWS de 38 milliards sur le cloud, et potentiellement OpenAI et AWS pourraient travailler ensemble pour que OpenAI propose aussi les produits d'Amazon dans son expérience de chat. Et bien sûr, Google est sur le sujet. Je pense que Google a le plus à gagner sur ce sujet parce qu'ils ont beaucoup de données, produits, points de vente, etc. Donc, il y a énormément de contenu qui existe et qui est produit par Google sur le sujet. J'ai vu des commentaires dans le chat et à chaque fois que je fais cette présentation, il y a beaucoup de gens qui me disent oui, pour faire de l'agent e-commerce, il faut mettre en place un protocole MCP. Alors là, on rentre sur la question technique. J'avais mon petit point de vue qui était que c'est pas du tout pareil. Et donc, j'ai pas mal discuté avec ChatGPT ces derniers jours parce que j'avais tout le temps la question et j'étais pas sûr de moi. Et donc, le MCP, c'est un protocole d'OpenAI qui permet à une IA d'accéder de manière standardisée à des données et des outils. Donc, par exemple, ça permet d'avoir ChatGPT connecté à Salesforce ou à HubSpot ou à votre boîte mail. Et donc, c'est vos données privées que il faut quand vous connectez en MCP, on pourrait connecter partout, par exemple. Et donc, le MCP, c'est un standard de connectivité entre des outils, ce n'est pas un protocole commercial. Donc, vous ne pouvez pas mettre à disposition tous vos produits via un MCP, ça n'a pas de sens. Donc, ce n'est pas une interface publique pour exposer des produits à tous les utilisateurs. Et donc, pour l'agentique commerce public, en fait, il faut exposer vos données via un endpoint public. Donc, ça peut être une API, et le mieux, c'est d'avoir des données structurées sur votre site. Et on retourne au point que j'expliquais au tout début de ce webinaire, qui est l'importance des données structurées, de votre site Internet, des avis, de votre store locator, etc. Donc voilà, pour répondre aux questions que j'ai souvent sur le sujet, le MCP n'est pas lié à ça. 4 recommandations actionnables, parce qu'à chaque fois, on me demande des recommandations actionnables. Donc, le premier truc, c'est de refaire votre store locator avec partout. Donc, en fait, refaire le contenu, retravailler, mettre des avis dans votre store locator, mettre potentiellement plus de données, des actualités, etc. Le deuxième chose que vous devez faire, c'est collecter des avis. Avoir plus d'avis sur Google Shopping, alors ça ne sera pas avec partout, mais avoir plus d'avis sur Google Maps, mettre les avis sur votre site,
suivre via l'IA ce que les IA pensent de vous, donc c'est-à-dire analyser tous vos avis. On a une solution qui s'appelle RM+, qui permet d'analyser, de taguer tous vos avis et de sortir vos points forts, etc., et vos points faibles. Et on est en train de développer la même chose pour les concurrents, c'est-à-dire être capable de suivre la réputation de vos concurrents. Je vous conseille aussi de suivre votre positionnement géo avec Meteoria, donc vous pouvez le contacter aussi, et bien sûr de tester le conversationnel avec Jim. Ça, on peut vous faire des démos sur mesure. Je finirai par un point qui est très important. En fait, chez Partout, donc maintenant on est 350, et moi, à titre personnel, je me suis fixé comme objectif sur 2026 d'accompagner nos clients et nos prospects qui ont des points de vente sur ces sujets-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est payant, c'est quelque chose que je fais pour partager notre connaissance qu'on a de tout cet écosystème. Donc, si vous avez beaucoup de points de vente et que vous souhaitez que j'intervienne, j'ai fait énormément d'interventions à des comités de direction, des COMEX ou à des équipes marketing. Avant-hier, c'était avec Groupama, je l'ai aussi fait avec Maison du Monde, je l'ai fait avec Manpower. Et en fait, vous pouvez me contacter sur mon mail que vous voyez ici. Et en fonction de ma disponibilité, et en fonction aussi du nombre de personnes et des interlocuteurs, je pourrais vous dire si je suis disponible. Et vous pouvez aussi nous contacter sur tout simplement notre formulaire de contact. Comme je le disais, ce formulaire de contact, il y a du monde derrière, ce n'est pas un formulaire black box. Donc, soit vous me contactez par mail directement, si vous souhaitez échanger avec des experts, ou me demander d'intervenir à des événements ou en interne, et via le formulaire. Donc, merci pour tout. On va passer aux questions, puisqu'il y a pas mal de questions. Et voilà, donc n'hésitez pas à en poser si vous en avez d'autres. C'est parti pour les questions. Bonjour, mais s'il n'y a plus de site web, les agents ne vont plus savoir où aller chercher l'info. Alors, c'est une très bonne question. Sur celle-là, il faudra aller voir l'autre webinaire que j'ai fait. C'est quel est l'avenir pour les sites web. En fait, les sites web, ça va devenir des bases de données. Et donc, les sites web devront encore être mis à jour. Et ils ont encore une utilité. C'est juste que les gens vont moins aller sur les sites web. Donc, ce n'est pas la fin des sites web. Ceci est un mensonge. C'était pour vous faire venir au précédent webinaire. Par contre, c'est la fin des sites web dans leur utilité d'interface, en partie. Il y aura toujours des gens qui iront sur le site web. Et d'ailleurs, ce serait bête de ma part de dire que c'est la fin des sites web, vu qu'on fait des store locators chez Partout. En fait, l'idée, c'est que c'est la fin des sites web dans leur unique fonction d'interface. Deuxième question. Mais comment on peut savoir les tendances des recommandations des IA si leurs réponses sont ultra personnalisées? Alors ça, c'est une super question. En fait, si moi je pose la question quel est le meilleur jus d'orange, et vous posez la question quel est le meilleur jus d'orange au monde, vous n'aurez pas la même réponse parce que c'est ultra personnalisé. Donc comment on peut savoir? En fait, le futur du GEO, c'est de créer votre portrait type. C'est-à-dire qu'en fait, si moi je suis un Andros, je sais que mes clients, il y en a de 3 types. C'est, je ne sais pas, les enfants de 5 à 15 ans, les mères de famille ou pères de famille de tel âge. Et en fait, ils habitent en campagne ou ils habitent en ville, ils aiment bien aller en faire du sport, etc. Et donc, je vais créer des faux profils ChatGPT et ça va être mon persona. Et donc, en fait, l'avenir du géo local et du géo général, et c'est ça que je trouve passionnant, et on pourrait encore faire ce webinaire pendant des heures, c'est que le futur, c'est de définir des personas, des groupes, pour poser des questions et savoir, pour le groupe que vous visez, que pensent les IA de votre marque. C'est ça le futur. C'est-à-dire être capable, et d'ailleurs, c'est assez fou, on peut prévoir les élections ou ce genre de choses en répliquant des panels via des IA, en multipliant des individus et en essayant de générer des forêts de faux individus à qui on peut poser des questions pour savoir ce qu'ils pensent de tel ou tel sujet. Et ça, c'est assez fou. Donc, pour répondre à la question, comment peut-on savoir les tendances des recommandations si leurs réponses sont ultra personnalisées? C'est en personnalisant les personnes qui posent ces questions pour avoir les bonnes réponses. Vous avez parlé du challenge que va apporter ChatGPT aux OTA. OpenAI a récemment lancé son App Directory et avec le lancement de l'App Booking ou Expedia dans ChatGPT, ce challenge ne sera-t-il pas limité? C'est une très bonne question. En fait, dans un écosystème, pour savoir qui va être challengé, il y a une vraie question qui est les rapports de force. Donc, OpenAI, en ce moment, n'est pas dans une situation facile. Ils perdent beaucoup d'argent et ils ne peuvent pas se mettre tout le monde à dos. Et donc, sans doute qu'en faisant un peu peur potentiellement à Booking ou à d'autres, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est des partenariats avec eux pour intégrer l'app Booking et l'app Expedia dans le ChatGPT. Et donc, en fait, ce sera bien plus bénéfique pour eux potentiellement parce que ils auront un allié qui va redistribuer. Donc, ils vont faire ce qu'on appelle du revenu sharing, c'est-à-dire partager un peu les commissions. Donc là, on est vraiment sur un point qui est important, c'est de dire que les OTA vont être
enfin, qu'il va y avoir des partenariats. Là où il y a moins de partenariats, c'est le CEO de Airbnb. Pourquoi le CEO d'Airbnb dit moi, je ne veux pas que ChatGPT ait accès à ma base de données? C'est très simple, parce qu'Airbnb, il est beaucoup moins en danger que Booking. Parce que la base d'offres de Airbnb, c'est des individus qui l'ont mis, c'est un truc qui est à eux. C'est-à-dire que personne d'autre n'a les endroits Airbnb. Alors que Booking, c'est les disponibilités des hôtels qui sont aussi sur d'autres plateformes. Donc, Airbnb a une sorte de protection. Donc, le rapport de force est différent. Donc, là où Booking et Expedia sont forcés de collaborer avec les entry points comme Gemini ou comme ChatGPT, Airbnb, il se dit, peu importe, si les gens veulent aller sur un Airbnb, ils seront obligés d'aller chez moi puisque je suis le leader du marché et il n'y a personne qui a ma base de données. Donc ça, c'est aussi des dynamiques qui sont assez intéressantes. Question, OpenAI va également exploiter Reserve with Google. Alors, malheureusement, OpenAI est très limité aujourd'hui en base de données. Donc, ils n'ont pas de base de données shopping, ils n'ont pas de base de données point de vente, et donc ils ont un retard majeur sur Google ou encore Apple, parce qu'Apple a aussi Apple Plan, donc ils ont tous les points de vente aux alentours, et donc la priorité pour moi que je vois pour OpenAI, c'est de construire une base de produits e-commerce et de construire une base de points de vente. Et ils sont loin de le faire, ils sont au début. Et si jamais il y a des gens d'OpenAI qui nous écoutent, on serait ravis de développer des flux pour nos clients avec eux pour essayer de mettre à jour les informations de nos points de vente, pas uniquement en optimisant leur store locator, mais en développant des flux connectés directs qui pourraient se faire via des MCP ou des choses comme ça. Question. Comment Partout se positionne-t-il face à l'émergence de ces apps ChatGPT comme point d'entrée du commerce local? Alors, Partout se positionne très bien. Je pense qu'on est l'acteur en Europe et même au monde à être le plus à fond sur ces sujets, à avoir produit beaucoup de contenu, à s'intéresser. Moi, j'ai une conviction en tant que dirigeant avec Thibault Lévy-Martin de Partout, c'est que pendant des périodes où il y a des changements, c'est le moment de faire la différence. Et pendant le Covid, Partout a fait beaucoup de contenu pour aider les enseignes à s'améliorer, parce que c'était un moment où tout changeait. Je pense qu'on est dans un moment où tout change, et donc Partout veut surfer sur la vague du géolocal. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est aujourd'hui capable de comprendre comment nos produits, que je vous décrivais au début, servent en fait le géolocal. Et quand on parle à des directions marketing et des directions générales de réseau, ce qui est très intéressant, c'est de lier comment des choses très simples, comme répondre à ses avis, collecter des avis, mettre à jour ses horaires, mettre des photos. En fait, ça sert à un objectif qui est un objectif de direction générale, qui est d'apparaître dans les moteurs LLM. Mais parfois, les directions générales sont perdues. Elles ont un objectif, mais elles n'arrivent pas à décliner des choses opérationnelles qui vont permettre. Donc, ce qu'on va essayer de faire chez Partout, c'est de donner du sens à ce qui est fait par les équipes opérationnelles et de donner un plan d'action à ce que souhaitent les directions générales. Et je pense qu'en ayant à la fois cette expertise, nous, toutes les équipes de Partout sont formées à ces sujets. Ces formations, je les fais en avant-première aux équipes de Partout. Je leur apprends à pitcher ce truc-là. Eux-mêmes me donnent plein d'infos sur les nouveautés. Et donc, je suis très content que Partout se positionne sur ce sujet parce que je pense que c'est l'avenir de notre secteur. Pensez-vous que les AI Overview finiront par être déployés en France? Alors déjà, question, pourquoi les AI Overview ne sont pas déployés en France? Pour une principale raison qui s'appelle le droit voisin. C'est une régulation française qui est dédiée à uniquement la France. C'est pour ça que l'Europe là. Pendant longtemps, on a dit oui, l'Europe n'aura jamais les AI Overview parce qu'il y a le DSA et le DMA qui sont des régulations européennes. Mais la réalité, c'est qu'en fait, même l'Allemagne ou l'Italie ont eu les AI Overview alors que nous, on ne les a pas. Et la raison, c'est qu'il y a un droit qui s'appelle le droit voisin qui protège les producteurs de contenu sur le pillage théorique, donc débattable, des IA de ce contenu. Et c'est vrai que les médias aux États-Unis sont un peu paniqués par les overviews parce que Google, c'est quand même la plateforme d'entrée de la majorité des humains. Et donc, si les IA de Google, donc Gemini, est capable de générer un texte sur la base d'un contenu qu'il a scrappé, est-ce que ça pose un peu des questions? Est-ce qu'il a volé le contenu ou pas? Donc ça, je ne me positionnerai pas et je laisserai Commission européenne et État français trancher pour savoir si on les aura un jour ou pas. L'étude McKinsey repose-t-elle sur des données américaines ou européennes? Le niveau de maturité et des usages associés ne sont pas comparables. C'est une très bonne question. L'étude McKinsey est une étude américaine et c'est pour ça que j'ai ajouté l'étude de OpinionWay qui est là une étude française. Donc oui, en effet, les Américains sont un peu plus en avance sur ces sujets que nous. Jim, en tant que on-site agent, toujours pas dispo sur les usines à site web parents avec site enfant rattaché. Si. Enfin, en gros, maintenant,
le chat que vous voyez sur le site de partout, on peut le mettre via une ligne de code sur n'importe quel site, même des sites qui n'ont pas de point de vente. C'est juste que historiquement, les clients de partout, c'est des réseaux de points de vente. Mais si vous êtes intéressé pour déployer notre chat sur d'autres sites, contactez-nous et on peut essayer de voir comment faire. Si les SaaS, donc autre question, si les SaaS spécialisés sur un secteur et gérant l'agenda et la réservation des entreprises de ce secteur permettent aux agents IA d'effectuer des transactions, pourquoi miser sur Reserve ou Google? Alors ça, c'est une autre question qui est assez intéressante. La question, c'est de savoir, est-ce que, quand je suis une entreprise, est-ce que je dois m'appuyer sur un SaaS qui fait déjà de la résa ou développer ma propre solution de réservation? Donc là, la question, c'est, moi, je suis un docteur, pourquoi je ne fais pas gérer toute ma réservation par Doctolib? Ou moi, je suis un restaurant, pourquoi je ne me fais pas gérer toute ma réservation par La Fourchette? Si je suis un coiffeur, pourquoi je ne fais pas tout par Planity? Donc en fait, pour chaque secteur, vous avez des acteurs SaaS qui gèrent la réservation. Ces acteurs SaaS que je viens de citer sont nativement connectés à Reserve with Google si vous leur en faites la demande et que vous échangez avec eux. Le sujet, c'est que dans le retail, dans la banque, il y a beaucoup de solutions qui ne sont pas connectées et des solutions qui ne vont pas fonctionner sous une forme de commissionnement, etc. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles vous pouvez vouloir avoir votre propre connexion. Par exemple, ne pas être dépendant si un jour vous voulez arrêter avec ce SaaS ou juste vous n'avez pas ce SaaS. Alors, dans ce cas, vous avez deux possibilités. Souscrire à ce SaaS et être connecté à Reserve with Google nativement. Mais dans ce cas, ça va renvoyer vers le moteur de réservation de ce SaaS et pas votre site Internet. Ce qui est aussi une question. Moi, j'ai des clients qui me disent je suis très content de Doctolib, c'est une super solution, mais j'aimerais bien que le bouton de réservation, ça n'envoie pas vers Doctolib parce que ça va leur booster leur réservation et si un jour je veux partir, c'est fini. Donc, il y a aussi une question de dépendance. Ça, franchement, on peut en discuter. C'est des questions stratégiques est-ce que je veux mettre tous mes œufs dans le même panier ou pas sur ce sujet de la réservation. Donc, si vous avez votre propre moteur de réservation ou un moteur de réservation qui fait moins de 10 millions de revenus, généralement, ils ne sont pas intégrés nativement. Et dans ce cas, partout vient en complément pour intégrer, faire tout le développement qu'on a déjà fait et qui nous permettent de déployer Reserve with Google. Autre question. Si on va plus loin, pourquoi imaginer que ChatGPT choisira l'agent Booking.com d'un hôtel plutôt que l'agent du SaaS spécialisé évoqué dans ma question précédente? Alors, là, on va rentrer dans des trucs un peu techniques. Si ce sujet, on peut en reparler. Mais en fait, ça va dépendre de. Il y a des mécanismes qui permettent de dire je veux que l'internaute, on lui propose cet agent en premier. Typiquement, Reserve with Google. Si vous voulez avoir votre propre truc de livraison, par exemple, là, vous avez la livraison de nourriture. Vous pouvez dire je veux que l'utilisateur aille d'abord sur mon site et après vers Deliveroo parce que Deliveroo me prend de l'argent en fait sur mes livraisons. Ce qui est normal. Mais si le client vient de Google Maps, je le mets en premier. Donc, l'idée, c'est que vous pouvez mettre une hiérarchie. Demain, vous pourrez mettre une hiérarchie vers quel type d'agent vous voulez envoyer. Est-ce que les navigateurs comme Atlas, les chatbots intégrés comme Rufus et les outils plus conversationnels comme ChatGPT ne se marchent pas dessus? Si, ils se marchent dessus. En fait, l'objectif est le même, c'est d'accompagner les utilisateurs et les consommateurs dans leur parcours d'achat. Mais en fait, en fonction de votre entry point, c'est-à-dire le point d'entrée, si vous allez sur le site de la Galerie Lafayette, vous n'êtes pas sur ChatGPT, donc vous avez peut-être envie de discuter avec le bot de Lafayette, des Galeries Lafayette, et c'est très bien. Et donc, en fait, c'est des usages qui vont dépendre des préférences et surtout qui vont dépendre des points d'entrée. C'est-à-dire, est-ce que je arrive directement sur le site d'un e-commerçant? Et après, il y a aussi un autre point, c'est que le e-commerçant, il a des informations, notamment sur ses livraisons, etc., que n'a pas de ChatGPT. Et donc, il pourra proposer d'autres choses. Et donc, là encore, c'est pas parce que l'agent e-commerce se fait sur les plateformes conversationnelles que ça va tuer les sites e-commerce. Les sites e-commerce continueront à avoir un intérêt par avoir plus d'informations, avoir potentiellement un chat avec des données qui ne sont pas exposées au web parce qu'ils ne veulent pas exposer toutes leurs informations. Par exemple, des informations on va avoir un web un peu privé, c'est-à-dire je suis Decathlon, je vais me constituer une bibliothèque interne de toutes les bonnes pratiques pour le marathon et comment choisir les chaussures de Decathlon. Et je ne vais pas les exposer à ChatGPT. Et cette base, ça sera ma propriété et les gens pourront accéder à cette base qu'en discutant avec moi. Donc, il y a vraiment une question de qu'est-ce que j'expose, qu'est-ce que je garde. Et ça, c'est des sujets vraiment stratégiques pour les entreprises. Est-ce que Buy4Me est disponible en France? Non, il n'y a pas grand-chose qui est disponible en France, malheureusement. Mais il faut suivre, il faut se connecter avec un VPN, ce genre de choses. Protocole agentique, est-ce que ça cible le B2C uniquement ou aussi le B2B? Bien sûr que ça sera le B2B aussi. Et d'ailleurs, en fait, le e-commerce B2B a mis longtemps à émerger, mais la réalité, c'est que ce qui se fait en B2C passe souvent ensuite en B2B. Donc, je pense que c'est peut-être un peu tôt pour se dire que c'est la priorité.
pour les entreprises B2B, mais demain, j'achèterai, je sais pas, mes gravats, mes matériaux ou d'autres choses en B2B directement via des chatbots. Le MCP n'a pas été élaboré justement pour agir comme un intermédiaire entre les LLM et une API. Il me semblait que les LLM n'étaient pas très doués pour consommer une API d'eux-mêmes. Alors, oui, en fait, c'est encore la même chose. C'est la question de est-ce que les MCP permettent l'agent e-commerce? En fait, soit je suis dans un environnement privé, Salesforce, Gmail, HubSpot, et donc là, le MCP est un protocole de communication interagent ou agent API, plutôt agent API. Et dans l'autre cas, c'est des API ouvertes, où là, les LLM vont consommer des API ouvertes, et donc c'est un autre protocole. Mais voilà. Après, sur ces points-là, là, on rentre un peu sur des sujets encore plus techniques, et soit je n'ai pas les bonnes réponses, soit on a moins de temps, et il me faudrait beaucoup de temps pour demander toutes ces questions à ChatGPT. Dernière question. Les IA lisent les avis de nos fiches, mais prennent-elles en compte les réponses que les établissements fournissent aux internautes en retour? Exemple, un mauvais avis peut-il être vu différemment par une IA si le propriétaire a répondu? C'est une très bonne question et malheureusement, je n'ai pas la réponse. Donc, je ne sais pas. Ce serait des tests à faire. Voilà. Merci pour tout. Et il y a une question de Caroline qui est: conseillez-vous aux points de vente de développer leur site de vente de produits pour donner accès à leur offre? Oui, aussi, c'est toujours le bon moment pour développer des sites e-commerce et de nouveaux canaux. Merci à tous. Il reste encore plusieurs centaines de personnes connectées, donc c'est un plaisir. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres webinars sur 2026, en espérant que ça vous donne envie de collaborer avec toutes les équipes. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Au revoir.